Chers amis, si vous aimez l'horlogerie exceptionnelle, vous êtes bien tombés et je vais vous demander de rester, d'être très attentifs puisque on vous emmène à Sainte-Croix, chez Mouret Pendulier, voir des pièces exceptionnelles de l'histoire de l'horlogerie pour parler restauration, pour parler d'histoire. Et on va commencer le premier épisode de ce format hors série avec l'interview de Dominique Mouret qui a créé Mouret Pendulier. Et vous le verrez, il va y avoir une succession d'épisodes fort sympathiques avec des pièces tout aussi exceptionnelles. On va commencer là où tout doit commencer. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est seulement sur les Ravières. Merci. Cher Dominique, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir dans votre atelier de Sainte-Croix. Avec plaisir. Pour aujourd'hui parler un peu de votre parcours, de votre atelier, de votre idée de la restauration, et après de donner la parole évidemment dans un autre format, dans une autre vidéo, à une personne qui vous est très importante aujourd'hui, Nicolas Hull, pour parler de pièces un peu particulières. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours qui mène à la création de l'atelier Mouret Pendulier, s'il vous plaît? J'ai commencé l'école d'horlogerie à Annette en 1974. Et puis au bout de 2 ans, j'avais envie d'évoluer plus vite. Je suis allé à l'école d'horlogerie du Locle, au Technicum. Et puis je voulais rien faire comme les autres. Donc j'ai fait des cours à la carte. J'ai fait 2 ans au Technicum du Locle. Mes parents m'ont forcé à faire la montre, bracelet. C'est pas mon truc, mais on dit, tu peux continuer à faire de la pendulerie comme tu veux faire, mais voilà. Et puis c'était la rencontre de personnes d'horlogers de haut vol. C'était Michel Journe, c'était Monsieur Prutner, Monsieur Philippe Prutner à Paris. Des gens qui faisaient des choses vraiment d'exception, touchaient de la pièce exceptionnelle. Et puis j'ai voulu faire ça. Et puis voilà, j'ai continué mon parcours à la carte. Donc musée du Locle, musée de Chaux-de-Fonds, et puis sans passer les diplômes de technicien, de trucs comme ça, moi je voulais rien comme les autres, et puis je voulais pas faire un travail comme les autres. Donc c'est pour ça qu'un jour je me suis mis à mon compte à Sainte-Croix. À Sainte-Croix, pourquoi? Parce qu'il y avait un automatier qui s'appelait Michel Bertrand. Ça m'intéressait de connaître un peu les automates. Il y avait les tabatières à musique, les oiseaux chanteurs. Il n'y avait aucune école, nulle part à apprendre ça. Ici, il y avait des gens. Gentiment, les choses sont... On m'a confié des pièces de plus en plus complexes. J'ai eu la chance d'avoir tout un réseau de personnes autour de moi. Donc ces gens, ces artisans comme Michel Bertrand, après il y a François Junot, il y a le musée Beau aussi, les frères Beau pour les musiques mécaniques, il y avait Monsieur Chaberlot pour les jeux de flûte, lui était facteur d'orgue, et tous ces gens-là m'ont appris doucement, gentiment, et puis voilà, puis jusqu'au moment de transmission après à la personne de Nicolas Hull. Et puis voilà, c'est génial. Mon envie était de fédérer des gens. Et puis voilà, ça c'était toujours ce que j'ai aimé faire. Dans l'optique d'une restauration, comme on pouvait, un peu comme je l'idéalisais. Et puis essayer de refaire les choses quand il y a des pièces qui manquent, quand il y a des pièces qui sont détruites, pour arriver à faire que ça soit pas trop visible. Surtout respecter ce que les personnes avaient fabriqué à la base. Des grands noms comme Le Pout, Breguet, Robin, et puis la liste est longue, hein. Anti-Janvier, bien sûr. Je suis pas du même niveau, hein, mais j'essaie de respecter, j'essaie d'apprendre. Parce que ça, on parle d'horloger de génie. Moi, je suis pas un horloger de génie, hein. J'ai peut-être un œil, j'ai peut-être un peu de mémoire historique, et puis avec une bibliothèque, et puis avec des gens, s'entourer de super champions, voire de champions du monde, pour être moins mauvais. C'était ma question parce que dans ce projet de s'entourer toujours de personnes, d'horlogers, etc., vous me parliez un peu plus il y a quelques heures que vous avez eu une aventure à la fin des années 80 avec d'autres horlogers. C'était avant l'atelier, pendant l'atelier Ah, c'était pendant. Là, c'était THA.
Qu'est-ce que c'était THA en Voilà, fait? THA, c'est technique horlogère appliquée. Un jour, j'ai François Paul qui vient me voir, et puis il me dit, présente-moi des gens qui travaillent dans des entreprises, qui font des trucs. Au bout de quelques mois, il trouvait personne qui voulait bouger et faire quelque chose. Puis je dis, mais moi, si tu veux, moi, je te la monte, ta boîte. Et puis voilà, c'est comme ça. Et le but, c'était de trouver des locaux, les machines, les employés. Ça a fonctionné très vite. Et puis après, je me suis retrouvé à devoir diriger ça, ce qui n'était pas du tout le... Ce qui était prévu, ouais, j'imagine. Ah non, pas prévu, mais bon. Alors, je l'ai fait, et puis 1 an, après j'ai dit non, c'est bon. Non, mais fait encore une année. Puis, bon. Et tout ça en parallèle de mon atelier. C'est ce que j'ai. Mais donc mon atelier, j'avais vraiment mis de côté. Et puis après, j'ai repris mon atelier, voilà. Fort de tout ce que j'ai appris. Parce que être restaurateur, c'est une chose. Et puis construire des choses, c'est une autre. Et ça, c'était une expérience, pour moi, extraordinaire. Parce que une fois dans une vie, quelque chose se présente comme ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est beau. Je n'étais pas un super directeur. J'étais pas... J'étais pas du tout fait pour ça. Mais bon, ça s'est fait. Et puis c'est une expérience comme une autre importante, j'imagine. Et puis voilà, non, c'est bien. On parlait de restauration tout à l'heure, et vous m'avez dit, quand on restaure des objets anciens comme sont certaines pendules et certaines horloges, faut pas faire à la perfection, mais il faut faire comme il faut. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça? C'est-à-dire, quand c'est trop parfait, c'est pas assez bien, et surtout pas comme c'était à l'époque. Disons que quand il y a des pièces à refaire ou à remplacer, on ne travaille pas avec des CNC, on fait à la main. Le laiton, on prend du laiton de la bonne couleur, il faut le forger, il faut le recuire, il faut respecter tout. Une belle pièce qu'on refait, c'est une pièce qui ne se voit pas dans les autres parties. Et puis on va pas surpolir tout pour plus que ça se voit. On va justement préserver tous les aspects originaux, redonner le même aspect sans travailler avec des acides ni quoi que ce soit. On va essayer voilà, sans vouloir cacher, mais juste que ça heurte pas. Le regard, ouais. Et puis voilà, puis il faut rentrer dans l'esprit de la personne qui a fabriqué la pièce. Ça, c'est génial. Ouais. On est complètement dedans. Ouais. Alors bien sûr, on ne fait pas ça sur un mouvement de Paris lambda. J'ai la chance qu'on me confie des objets d'exception, et puis où on peut se permettre ce genre de délire, entre guillemets, mais c'est du respect, en fait. Et même si vous intégrez la majorité des choses que vous faites en matière d'horlogerie, mais comme on faisait, j'imagine à l'époque, enfin pas j'imagine, comme on faisait à l'époque quand on fabriquait une montre avec l'établissage, c'est-à-dire qu'on choisissait les meilleurs artisans pour faire certaines choses, j'imagine que vous faites aussi appel pour de l'ébénisterie, au bon ébéniste et au bronzier. Bien sûr, il faut. Bien sûr, ça c'est hyper important. Mais on se heurte à un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certains métiers qui n'existent plus. Ou des gens qui pratiquaient un métier. Je vous ai cité Monsieur Havé qui fabriquait les aiguilles. Maintenant, Monsieur Havé est décédé, et puis voilà, il était à Paris. Il y a... Maintenant, les aiguilles, il faut se les faire. Moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que j'ai appris, les choses que j'ai appris à Dreux, c'était entre autres faire des aiguilles. Et ça, c'est bien. Mais après, on peut apprendre à faire du vélo. On nous met sur le vélo. Après, il faut monter les côtes. Et puis voilà. Mais non, c'est un aspect que j'aime bien. Parce qu'en fait, les aiguilles, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde l'heure. Et elles doivent être bien, tout simplement. Et puis ça, il n'y a plus personne. Pour les verres bombés, on s'est retrouvé avec le même problème pour certaines pièces. J'ai la chance d'avoir un collaborateur qui est aux aguets, et puis qui a cherché, qui a lu en dehors sur ses temps de loisirs et tout ça. Et voilà, et puis maintenant on fait des verres bombés très spéciaux. Enfin ça c'est lui à 100%, hein. Moi j'y suis pour rien. Si ce n'est qu'il y a un toit, puis il y a de l'électricité. Et un peu d'eau, et un peu d'eau courante. Un peu d'eau aussi. Et puis voilà, mais ça c'est génial.
Voilà, pour les plumes, c'est pareil. Pour le plumer les oiseaux, Oui. On a la chance d'avoir une personne que je connais depuis 40 ans, ici à Sainte-Croix, qui plumait les oiseaux. Et puis maintenant, il est à la retraite, ça fait un moment. Et puis il a été d'accord d'initier Nicolas, de le suivre pour pouvoir refaire ça dans les règles de l'art. Parce que mettre des plumes sur un oiseau, c'est... Voilà. Hein. Il y a une façon de le faire. Oui. Surtout quand les oiseaux sont petits. Oui. Et puis, non, voilà, c'était plein de petits métiers comme ça qui sont en train de disparaître. Et puis, lui, il est arrivé à temps pour pouvoir un petit peu comprendre, voir, discuter, partager. Et puis voilà, ça c'est génial. Et est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait une personne qui fasse tout, ou est-ce qu'il faudrait réussir à avoir quand même des personnes qui reprennent un seul métier, comme celui qui s'occupait des plumes, celui qui s'occupait des aiguilles? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible, ou est-ce que c'est vraiment faut être pessimiste face à ça? Le problème est relativement simple. Déjà, pour les plumes, il faut avoir les oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on n'a plus. Moi, je suis sur des stocks anciens qui datent du 19e siècle. Et maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser ces... Enfin, avoir des plumes. On ne peut plus avoir des plumes. Il y a des CITES, des choses comme ça. Moi, quand j'envoie des pièces à l'étranger avec oiseaux, c'est Un calvaire. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai la chance d'avoir les preuves de ce que j'utilise. Mais voilà, mais après, il faut avoir les plumes. Puis après, il faut avoir les objets. Ça, c'est pas simple. Non. Parce que ce genre d'objet, voilà, pour ça qu'il y a des oiseaux qui viennent d'un peu partout. Mais bon, il en faut pas trop, parce qu'on fait pas que ça. Mais quand ils sont exceptionnels, on aime bien. Et à partir de quel moment vous avez pensé à la transmission? J'imagine que vous avez eu différentes personnes qui ont travaillé avec vous tout au long de votre carrière. Et si aujourd'hui, je sais que Nicolas, qu'on va voir après, a vraiment réussi à trouver sa place, et il est formidable pour un tas de choses. Est-ce que ça a pris du temps? Et comment vous pensez ça aujourd'hui à la succession, à la suite de l'histoire? Ouais, moi, ça s'est fait naturellement. J'ai eu plusieurs collaborateurs dans ma vie professionnelle. Et alors, ils avaient tous des qualités. Et ils n'avaient pas tout ce que Nicolas a. C'est-à-dire, c'est certainement passionné, mais pas autant que lui. Il faut avoir le regard, il faut connaître un peu les objets d'art. Et lui, il a tout ça. Et puis il a la curiosité. Puis il a le talent. Et non pas que les autres n'aient pas de talent, loin de là. Mais lui, il a tout. Et plus que moi. Et puis, quand un jour, je lui ai fait voir comment on argentait des cadrans. Je lui ai dit tout de suite ce qu'il fallait pas faire. Et puis après, je l'ai laissé un peu jouer avec ça. Il a fait des essais sur des bouts de laiton et tout, puis il a très vite compris. Et puis on peut discuter, parce que voilà, ça c'est top. Voilà. Donc, Vous avez une belle relation. Ouais. Cette transmission, elle se fait... voilà, j'ai eu des stagiaires, on leur a fait voir des choses. Il y a des gens, c'est marrant, qui sont aujourd'hui dans des entreprises, au niveau du patrimoine et tout ça, qui ont été stagiaires chez moi il y a 20 ans ou 30 ans. Génial. Et puis ils se souviennent. Hein. Oui. Ouf. Un peu trop fort. Hein. Non, mais ça leur a fait du bien. Et après, ils reviennent. Après, ils ont des postes à responsabilité, puis pour faire des restaurations, ils savent que on va pouvoir discuter, faire des choses. Ça, c'est top. Ouais, c'est très bon. Et puis, voilà, après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et vous qui avez quand même maintenant pas mal de métiers, est-ce que vous diriez, et comment vous qualifieriez le fait que les clients aient changé, les clients que vous aviez il y a 30 ans, par rapport aux clients d'aujourd'hui? Quelles sont les choses qu'ils achètent? Quelles sont les restaurations qu'ils vous demandent? Est-ce qu'ils sont plus patients, moins patients? Est-ce que vous avez vu l'évolution de la clientèle d'acheteurs de pendules changer, ou est-ce qu'elle est restée fidèle à elle-même? Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les personnes qui ont des objets de famille et qui veulent les transmettre. Il y a ceux qui voulaient acheter de la pendule à l'époque
pour faire un investissement. Ben, ceux-là, on les voit plus trop. Des gens charmants d'ailleurs. Mes meilleurs ambassadeurs sont les experts en horlogerie. Voilà. Et des gens qui, quand ils voient un objet d'exception, voilà, c'est... Ou alors quand eux achètent, voilà, ils me les confient. Ok. Ça, c'est... Il y a certains musées avec qui je travaille. On a aussi affaire à des objets d'exception. Et puis voilà. Puis il y a aussi localement quelques personnes avec des pendules plus simples. Et ils savent pas où la donner pour que ça soit Et puis ils viennent là, puis bon, bien sûr, on travaille pas tout à fait au même tarif horaire pour ces objets simples que sur des objets d'exception. Mais on a plaisir de partager avec les gens, dans tous les cas de figure. Ça, c'est extra. Ouais, le petit mouvement de Paris ou l'échappement un peu plus compliqué, quoi. Localement. Ouais, localement, ou Localement. pour des amis, et puis voilà. Ou alors la personne qui a une collection, et il y a 3 pièces de famille, ils veulent que ça soit en ordre, puis ils veulent pas donner à n'importe qui. Et vous, personnellement, après toutes ces années, quelles sont les pièces sur lesquelles vous avez préféré travailler? Alors, pas des pièces en particulier, mais quelle typologie de pièces, quel type de complications, quel type de période? Est-ce qu'il y a quelque chose en vraiment, ça c'est votre dada, et le reste moins? Moi, je m'occupe de restauration de pièces françaises ou neuchâteloises. Parce que la pendulerie neuchâteloise, pour moi, elle a une place dans mon cœur. Ouais. Et elle est plus vaste, quelque part, que l'horlogerie française. L'horlogerie française, c'était souvent des blancs roulants, qui étaient un petit peu... après, chacun les terminait à sa sauce. Mhm. Tandis qu'en Suisse, les quadratures de sonnerie et choses comme ça ont évolué. Et puis on voit la main de chaque atelier, Ok. et ça c'est génial. Il y a certains mouvements, je les regarde, je sais de quel atelier il sort, c'est pas marqué dessus. Voilà. Et puis voilà, c'était tellement inaccessible quand j'étais étudiant. Et puis aujourd'hui, ben, c'est plus à la mode. Qu'est-ce que je me régale. Trouver des très belles pièces. Voilà. Peu de gens ont la lecture de ces objets. Mais il y en a quand même. Et finalement, tout à l'heure vous disiez par rapport à vos parents que la montre bracelet c'était pas pour vous. Mais alors pourquoi finalement pas de montre bracelet? Pourquoi pas de montre de poche? Et pourquoi que des... Alors j'imagine que parfois il y a une ou deux montres de poche qui traînent. Mais pourquoi les pendules en particulier? On va pas dire pourquoi les pendules neuchâteloises, mais pourquoi les pendules en particulier? Ben, un accès plus facile au partage avec mon entourage. Une pendule, on voit. Ouais. Une montre, on voit pas grand-chose. Partager avec des gens. Alors aujourd'hui, la montre bracelet, les gens sont avec les loupes. Voilà, c'est un peu une mode. Mais en 74, l'horlogerie, c'était le quartz. Mm. Et puis voilà. Quand je suis arrivé en Suisse en 76, les Loquois nous demandaient, nous élèves venant de France, pourquoi on apprenait l'horlogerie, ça ne sert Évidemment. plus à rien. Et voilà, ça a été... Et puis voilà, puis la montre... une montre, alors bien sûr, les temps ont changé, mais à l'époque, une montre, on était tributaire de la fourniture. Mm. Si on voulait travailler à un prix acceptable, alors il y avait bien sûr des restaurateurs de montres d'exception, mais il fallait avoir une puissante culture, il fallait... Voilà, en pendule, ça me paraissait plus simple. Et surtout, moi, ça me plaisait plus. Et puis voilà, je voulais pouvoir tout faire dans une pendule. Alors, il y a quelques personnes qui font tout dans une montre aujourd'hui. Bon, Oui, l'outillage a un peu changé, aussi. mais je me souviens de Philippe Dufour. J'ai vu, j'étais allé lui rendre visite il y a plus de 40 ans. Oui, lui, il faisait pas mal de choses. Bon, il faisait pas ses pierres ni ses spiraux, mais voilà. Mais une pendule, on peut encore arriver à faire pas mal de choses soi-même. C'est pour ça que ça m'a attiré. Puis, côté ameublement, moi j'aimais bien les antiquités. Mhm. J'allais avec ma grand-mère, j'étais même pas ado, hein. J'allais dans les ventes aux enchères. Après, j'allais dans les réserves, parce qu'il laissait aller promener le gamin, hein. J'avais 8 ans, j'allais dans les réserves, je regardais, j'adorais, quoi. Et ça m'a toujours plu. Donc ça fait sens avec l'habillage en effet. Ouais. Pendant toute cette carrière, qui n'est pas terminée encore,
Est-ce qu'il y a une pièce en particulier où il y a eu plus d'émotion qu'une autre? Pas forcément une histoire de complication, de prix, évidemment pas ça. Juste une émotion particulière. Parce qu'une provenance, parce que quelque chose, une seule pièce. Un seul nom ou une seule pièce? Allez, on va dire que la question est ouverte. Non, c'est très difficile. L'échappement libre à force constante de Breguet, c'est quand même quelque chose de pas mal. Où j'ai eu beaucoup d'émotions. C'est bien de le citer parce qu'on va le voir après avec Nicolas, justement. Ouais. On pourra en parler plus en détail. Donc, ça, c'est un échappement qui m'a... J'en ai eu 3 dans les mains dans ma vie. Voilà. J'en connais pas d'autres. en plus, En pendulerie. Ouais. Peut-être il y en a un 4e. ça sortira un jour. Non, voilà. Après, dans l'émotion, il y a bien sûr les horloges marines de Ferdinand Berthoud. Parce que là, il y a un voyage. On se fait un film. Ouais. Là, il y a un valet astronomique de Ferdinand Berthoud. Je suis encore en train de faire des recherches, mais il vient de Brest. Ok. Donc c'était peut-être celui qu'il y avait à l'observatoire de Brest, peut-être, où on mettait à l'heure tous les horloges marines avant le départ. Peut-être c'est ce régulateur qui a servi de base horaire Pour les horloges marines. pour de la pérouse. On peut se faire des films. En tout cas, il ne l'a pas accompagné au dernier voyage, ça c'est sûr. Elle serait pas là sinon. Parce que c'est le genre d'objet aussi qui se transportait. Et quand ils arrivaient sur une île, ils le mettaient en place, ils relevaient les as, ils le mettaient à l'heure, et voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est encore une énigme, mais j'ai des pistes. Mais voilà, il faut que je continue mes recherches. Magnifique. Et puis voilà, ça, c'est des choses qui me font rêver. Oui, la recherche, en fait, aujourd'hui, vraiment, aller chercher la provenance, aller chercher les passages de la pièce. Et puis trouver dans les fonds d'archives de bibliothèques des choses qui n'ont pas été encore soulevées. Et là, j'ai des pistes. Voilà, ça, c'est génial. Quand on arrive à retrouver tout ça. J'ai la chance chez mon épouse qui fait des recherches, qui documente les objets. Et voilà, elle a une façon de chercher qui... Moi, je suis un nain, à côté. C'est rien du tout, mais une façon de chercher, de trouver, bah oui, c'est son métier. Voilà. Chacun son métier. Si je lui donne une pendule à démonter, à remonter, ça marchera pas. Peut-être qu'il y aura des soucis. Voilà. Mais c'est de s'entourer à chaque fois de personnes qui sont, pour moi, plus capables que moi, ou que... Bah, Nicolas, il est dans plein de domaines, il est beaucoup plus avancé que moi. Moi, je suis de la vieille génération. Hein. Et lui, quand il y a une recherche à faire sur n'importe quoi, il va à une vitesse et il comprend tout. Question pour un peu en conclusion. Comment vous voyez l'avenir de la pendulerie? Et après, du coup, quel conseil vous donneriez à certaines personnes, jeunes personnes, qui voudraient se tourner vers cet univers? Il y a tellement de métiers, on va dire l'univers. Déjà, avoir beaucoup de courage et puis beaucoup de patience. Moi, j'ai pas eu que des sublimes objets à restaurer, mais il faut commencer en bas de l'escalier puis monter. Toujours garder la qualité, essayer de faire des choses irréprochables. Moi, j'ai toujours fait 5 ans de garantie sur mes travaux et ça m'a pas péjoré. Hein. Quand on fait bien, on fait bien. Il peut y avoir un souci. Souvent, c'est le client qui crée le souci. Oui. Et puis, voilà, on y va, on fait la retouche. Il faudra faire attention à ça. Hein. On prévient. Et puis, oui, vous avez votre facture. 5 ans de garantie. Et puis là, on a remis l'église un petit peu au milieu du village, et puis on dit, bon, attention, il faut faire attention à ça. Bon. Et puis voilà, c'est tout. Après, il peut toujours arriver un problème, hein, c'est pas... Mais généralement, ça se passe très bien. Et puis voilà, parce que quand on a des pièces qui partent à l'autre bout du monde... Le transport. Voilà, alors il faut aussi faire pour que le transport soit fait exactement comme il faut, puis qu'il y ait une personne qui mette en place, qui soit... il faut faire un dossier. Et puis dire, voilà, mettre des points, point numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec chaque pièce, chaque élément qu'il faut remonter. Et puis C'est dingue. Et puis ça se passe très bien. Et puis il y a avec WhatsApp, c'est génial. Ouais, Un jour,
dépanner une cage à oiseaux aux États-Unis. Par WhatsApp, Par WhatsApp. en vidéo. Ouais. Voyons. Je lui ai dit, hop, faut faire ça. Hop. Puis il l'a fait. C'était Ah réglé. ouais, ça marche. Bon, Donc voilà. voilà, ça a économisé le billet d'avion, quoi. Un choc qu'il y avait eu au transport. Ok. Et il y avait une pièce qui était... J'ai tout de suite compris ce que c'était. Je lui ai dit, non, il faut s'ouvrir, en mettre. Et c'était bon. Ouais. Voilà. Et Sans outils. et l'oiseau a pu chanter. Ah oui. Merci beaucoup, Dominique. Mais merci à vous. Et on reviendra, j'espère, pour avoir plus d'informations sur le Valais astronomique de Berthoud, si vous avez trouvé la... Ouais, voilà. Ben, on va essayer de creuser. On se donne rendez-vous après. Voilà. Merci pour l'accueil en tout cas, c'était... Mais je vous en prie, c'était et génial. puis merci à vous. Merci. Chers amis, j'espère que ce premier épisode hors série, en direct de Sainte-Croix, vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions éventuelles, parce que je pense que vous avez des questions après autant d'informations, on se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode avec Nicolas Hull, qui a fait plus de 8 ans chez Mouret Pendulier, pour parler d'une cage à oiseaux chanteurs d'une qualité exceptionnelle.